La présente délibération porte sur l'avis de la ville de Montreuil en tant que personne publique associée au plan de mobilité de la région Île-de-France. La région Île-de-France a transmis il y a quelques mois à Montreuil le projet de plan des mobilités en Île-de-France. Celui-ci fixe la politique de mobilité francilienne à l'horizon 2030 sur tous les modes de déplacement. Est Ensemble, en tant qu'échelon relais entre Île-de-France Mobilité et les communes, a contribué étroitement à l'élaboration de ce plan. Nous avons fait part des enjeux très forts de mobilité sur son territoire, qui sont d'ailleurs traités au plan local de mobilité d'Est Ensemble et dans le plan climat, air, énergie territorial. Il y a beaucoup de recommandations qui vont dans le bon sens dans ce document, mais néanmoins la lecture du plan de mobilité a éclairé la grande divergence de la région et de la ville de Montreuil sur le sujet des axes autoroutiers. C'est peu de dire qu'ils ne partagent pas notre point de vue sur le nécessaire apaisement des autoroutes urbaines. Nous voyons la main de la présidente de la région, Valérie Pécresse, sur un sujet qui appelle notre première réserve. Cela traduit une vision idéologique centrée sur l'efficacité du réseau autoroutier et n'engage aucune démarche sur sa transformation. Pour la région, l'objectif du réseau doit être celui de la vitesse, et sa conséquence est son élargissement et son développement, à 180 degrés de ce qu'il faut faire et ce que demandent nos habitants. Avec cette politique régionale, nous ne pouvons pas espérer faire diminuer la pollution sonore et atmosphérique subie par nos habitants aux abords des autoroutes. Cette ambition, nous l'avons traduite par le plaidoyer pour des autoroutes apaisées, travail que mon collègue Gaylor Le Shaker a conduit pour Est Ensemble et qui a été adopté au Conseil de territoire de septembre. Nos populations sont exposées aux émissions de particules fines. À Est Ensemble, je ne connais pas le chiffre pour Montreuil, peut-être que Gaylor l'a, 42% de la population, 180 000 personnes, vivent à moins de 500 mètres d'une autoroute. Cette exposition, comme chacun le sait, a des conséquences en termes de prévalence des maladies cardio-pulmonaires qui conduisent à devoir exiger une amélioration significative de la qualité de l'air pour les habitants, en particulier les personnes les plus fragiles ou les plus jeunes qui sont le plus exposées à ces émissions de particules fines. Aussi, par cette réserve, nous invitons la région à mesurer l'urgence de la situation et à reprendre à son compte les propositions fortes que nous souhaitons pour l'avenir de nos autoroutes urbaines. Réduction de la vitesse, voies réservées pour les transports en commun, pour l'autopartage, etc. Nous inscrivons dans notre avis une seconde réserve. Le plan fait le constat d'une région qui vieillit d'une part et où le télétravail s'est développé d'autre part. Cela décrit une population qui a moins recours au transport collectif. Ce n'est pas le cas de la Seine-Saint-Denis, qui connaît un fort dynamisme démographique et où la pratique du télétravail est moins développée que dans le reste de la région. Et nous avons donc plus besoin qu'ailleurs de transports en commun présents et fiables. Le plan de mobilité n'enclenche pas la dynamique qui serait juste à l'échelle régionale, celle d'un rééquilibrage territorial en matière des transports. Notre territoire est dense, jeune, peu motorisé, mais n'a toujours pas accès à tous les projets de transport annoncés de longue date. Par conséquent, le plan fait une impasse sur un aspect fondamental, celui de la justice territoriale en matière de transport. L'Est parisien reste très déficitaire en termes d'accessibilité aux réseaux structurants et le plan ne dresse aucune stratégie pour corriger cette inégalité. Notre réserve concerne tout d'abord le réseau de bus, qui est une priorité pour notre ville et qui doit être encore renforcé pour les besoins de déplacement de nos habitants, en particulier s'agissant du maillage fin du territoire. Notre réserve porte également au grand projet de transport en commun. Le plan n'inclut aucun engagement sur les prolongements de ce qui suivra le Grand Paris Express pour notre ville. Je pense au prolongement de la ligne 1, 3, selon un tracé d'ailleurs différent que celui qui est inscrit et que nous défendons avec la ville de Bagnolet, le prolongement de la ligne 9 à l'est comme annoncé dans le SDRIF E. Cette réserve nous permet aussi d'afficher cette revendication collective. Comme pour la ligne 11, je pense que c'est ensemble, lorsque les élus d'une seule voix, les associations d'usagers de transport, les citoyens ensemble se mobilisent pour obtenir le prolongement de ces lignes de métro qui sont attendues depuis très longtemps. Enfin, quelques éléments pour terminer à souligner dans le présent plan. Si la plupart des éléments sont des recommandations, le plan est néanmoins prescripteur sur des normes de stationnement vélo dans les logements et les bureaux, ainsi que sur le stationnement vélo sur l'espace public. D'ailleurs, sur ce sujet, il faut convenir que les prescriptions du plan sont plutôt ambitieuses et nous le saluons.
Nous avons quelques réserves néanmoins, puisque on a une approche un peu administrative, la zone 1 Paris, la zone 2 Montreuil, la zone 3 Noisy-le-Sec. Nous semble que nous devrions privilégier plutôt la proximité au pôle d'échange pour densifier à proximité des stations, pour densifier à proximité des établissements recevant du public, des zones commerciales, etc., plutôt que d'avoir une approche trop administrative. Nous proposons aussi que la région, s'agissant du stationnement vélo dans les nouvelles constructions, reprenne notre formulation dans le PLUI qui vise à s'assurer que 50% de la superficie vélo soit accessible en rez-de-chaussée ou à défaut par une rampe. Ça peut paraître des petits détails, mais ces détails ont de l'importance parce que si l'on n'y veille pas, nous risquons d'avoir des surfaces qui respectent les normes, mais qui sont parfois tout au fond d'une construction inaccessible où il faut porter son vélo sur un escalier et ça a peu d'efficacité ensuite pour le développement du vélo. Nous recommandons néanmoins que la région n'ait pas une approche, ça j'ai déjà dit, administrative. Le plan est également prescripteur sur la résorption des points durs qui entravent la circulation des bus et c'est une très bonne chose. Nous savons combien il est parfois problématique que l'entrave des bus peut ensuite faire peser sur le décalage et l'efficacité des lignes de bus. Enfin, attirer votre attention sur les volumes de bornes de recharge électrique que le plan de la région anticipe, qui devront être installées dans les prochaines années. Nous disons que l'espace public n'a pas vocation à elle seule à accueillir tous ces besoins de bornes de recharge électrique, mais qu'elles doivent aussi pouvoir se déployer dans les copropriétés, dans les espaces privés, que des stations-service doivent être créées pour pouvoir accueillir ces besoins nouveaux, mais que l'espace public n'a pas vocation à accueillir tous ces besoins. Valérie Pécresse et les gouvernements successifs ont mis en concurrence les bus de grande couronne. Davantage de suppression de bus, alors qu'ils ont dépensé plus, c'est un échec. Pourtant, ils veulent toujours remplacer la RATP et la SNCF par des opérateurs privés. Hausse répétée des tarifs, temps d'attente insupportable, rames et bus bondés, trains supprimés. Après 9 années de gestion par Valérie Pécresse, rien ne va plus dans les transports franciliens. Sur de nombreuses lignes, l'offre de transport reste inférieure à celle de 2019 par souci d'économie. Faute de moyens suffisants et de conditions de travail attractives, les bras manquent toujours pour conduire et entretenir les infrastructures et les véhicules. Résultat, les pannes se multiplient et la colère des usagers grandit. La revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail sont indispensables pour en trouver des transports de qualité. La recherche d'économie par Valérie Pécresse et les gouvernements ultra-libéraux va dégrader les conditions de transport et de travail. Des alternatives existent pour des transports de qualité, fréquents et accessibles. C'est une exigence sociale, climatique et économique. À Montreuil, la création de nouvelles lignes de bus, la prolongation de la ligne de métro 11 et bientôt du tram 1 sont des étapes cruciales pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Nous menons la bataille pour le prolongement de la ligne 1 qui permettrait le maillage entre les anciennes et les nouvelles lignes. Passer de 1 heure à seulement 30 minutes pour relier le Haut-Montreuil au centre de Paris représente un gain de temps considérable pour nos habitants, leur offrant ainsi plus de moments à partager en famille ou pour eux-mêmes. À Montreuil, nous portons une politique de transport assurant la solidarité entre tous les territoires, entre tous les territoires, et permettant le désenclavement des quartiers. Avoir accès à des transports de qualité et fiables est très important pour l'accès à l'emploi et l'accès aux loisirs pour toutes et tous. En France, la mobilité est un droit. Les mesures pour donner à l'égal accès à ce droit sur tout le territoire sont un fort enjeu politique. Pour Montreuil rassemblé, tout cela dépasse la simple commodité de déplacement. C'est une réelle bouffée d'oxygène pour les Montreuilloises et les Montreuillois. Nous croyons fermement qu'un système de transport public collectif offre une alternative essentielle au transport individuel pour favoriser la mobilité, réduire la congestion routière et contribuer à la préservation de l'environnement. En somme, il contribue à des villes plus durables, accessibles et agréables à vivre. En cela, nous envisageons également l'avenir en prenant en compte les besoins des mobilités des personnes âgées, avec des systèmes de déplacement adaptés à un vieillissement de la population. Aujourd'hui, 21% des Français ont plus de 65 ans. En 2050, ils représenteront 26% de la population.
Dans ce contexte, il est difficile de comprendre pourquoi, sous la présidence actuelle du STIF, et malgré les augmentations répétées du coût des transports, la privatisation est présentée comme la solution à tous les problèmes. La mobilisation Stop Galère a déjà permis de reporter la privatisation du réseau de bus RATP de 2 ans et de retarder celle de plusieurs lignes Transilien. La liberté n'est pas le choix de vendre son service public. Au contraire, pour une offre à 100% de transport, pour garantir un service de qualité accessible à tous, améliorer la vie des Montreuillois, Montreuilloises et donner plus de liberté à leurs déplacements, le service de transport doit rester public. Ici, c'est Montreuil, c'est ensemble, grâce à la mobilisation des Montreuilloises et Montreuillois, que nous reconquérons un grand service public de transport économiquement, socialement et écologiquement performant. L'adoption du plan Mobilité Île-de-France 2030 représente un enjeu majeur tant pour les Franciliens que pour les Montreuillois. Planifier, c'est à la fois prévoir d'améliorer les mobilités actuelles tout en anticipant celles de demain. Aussi, nous soutenons dans l'ensemble les objectifs affichés par ce plan pour une mobilité décarbonée, une transition écologique du secteur des transports et une Île-de-France moins polluée. Toutefois, il est essentiel que la transformation de notre ville et de ses infrastructures de transport s'adapte aux réalités sociales, économiques et environnementales de notre territoire. Il convient également de mettre ce plan en perspective avec la politique régionale menée à ce jour par Valérie Pécresse au sein de la région. Commençons par les besoins de mobilité. Les besoins de mobilité en Île-de-France ont considérablement augmenté ces dernières années, notamment pour les trajets domicile-travail, qui représentent la principale cause des déplacements, 46 minutes en moyenne en transport collectif. Cependant, le rêve de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire l'idée que tous les services essentiels seraient localisés à moins d'un quart d'heure, devient de plus en plus difficile à atteindre. La situation risque même de se dégrader davantage avec la suppression, et ça a été dit tout à l'heure, de nombreuses lignes de transport en raison d'abord de la pénurie de conducteurs, aussi bien de bus que dans les trains, mais aussi de la privatisation du service public. Plutôt que de favoriser le secteur privé, il est nécessaire de privilégier une régie publique à l'échelle régionale pour garantir une offre de transport de qualité pour tous. On ne peut échapper aujourd'hui à une critique aussi de la politique tarifaire portée par Île-de-France Mobilité. La hausse des tarifs décidée par la région au nom du renforcement de l'offre et du retour à la situation d'avant la crise sanitaire est inacceptable. On est très loin d'une tarification solidaire, voire même d'une gratuité qu'on évoquera tout à l'heure. Les Franciliens méritent une réponse plus ambitieuse et plus juste pour résoudre la crise des transports. Dans ce contexte, pour notre commune, Montreuil, l'extension du réseau de transport en commun est essentielle. L'inauguration de la ligne 11 et le prochain prolongement du tramway T1 sont des avancées positives, mais elles ne couvrent qu'une partie des besoins urgents. Les quartiers comme les Ruffins et le Morillon, en pleine transformation, restent largement isolés des réseaux de transport. Ces zones confrontées à des défis sociaux et économiques majeurs doivent bénéficier d'une meilleure desserte. Le prolongement des lignes 1, 3 et 9, ainsi que l'amélioration de la fréquence des lignes de bus, doivent être des priorités absolues pour garantir un accès équitable au transport public pour tous les Montreuillois. Ces projets doivent figurer parmi les priorités régionales d'ici 2030. Autre défi majeur, l'accessibilité des transports pour les personnes en situation de handicap. Les promesses faites à l'occasion des Jeux paralympiques de 2024, notamment en matière d'accessibilité des stations de métro, n'ont pas été tenues. La loi de 2005 sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées continue d'être ignorée. À ce jour, 93% des stations de métro restent encore inaccessibles et 60% des lignes ne sont toujours pas vocalisées. Le réseau PAM, censé aider les personnes à mobilité réduite, souffre de dysfonctionnements persistants et la région a mis en demeure son opérateur, Kizio, c'était le mois dernier. Retard, annulation et non-respect des horaires. Il est urgent que le plan mobilité engage une transformation réelle et concrète du réseau pour garantir à tous, sans exception, un accès fluide et sécurisé au transport public. La question des mobilités douces, notamment du vélo, est également primordiale. À Montreuil, avec un tissu urbain dense, une population plutôt jeune et active, l'usage du vélo connaît un essor important. Cependant, les infrastructures actuelles sont insuffisantes. Nous devons accélérer la création de pistes cyclables sécurisées, continuer le plan vélo que nous menons sur Montreuil, de parkings à vélo adaptés et plus largement de solutions à mobilité partagée. L'Île-de-France, et nous avons besoin de la région pour cela, doit devenir un modèle en matière de mobilité durable, avec une politique cyclable ambitieuse et cohérente qui incite les Franciliens à privilégier des modes de transport moins polluants et plus respectueux de l'environnement.
Je me permets de rebondir sur ce sujet, sur les inégalités sociales et territoriales au cœur de cette réflexion. Les efforts de la région et de la métropole pour améliorer l'infrastructure de transport ne sont pas toujours équitablement répartis. Notre objectif commun doit mettre un terme aux inégalités géographiques et sociales et aux disparités trop importantes entre les territoires riches et les quartiers dits populaires. À Montreuil, il est crucial que les investissements publics en matière de transport bénéficient en priorité aux quartiers les plus enclavés. Un mot enfin concernant la zone à faible émission, qui est un sujet important pour les mobilités, porté par la métropole et qui, en 2025, va étendre les restrictions pour les véhicules de catégorie 3. Nous ne sommes pas contre le principe, mais nous insistons sur le fait, et nous l'avons déjà dit, qu'elle doit être accompagnée de mesures concrètes et équilibrées, notamment pour accompagner le remplacement du parc automobile. La ZFE doit s'inscrire dans une stratégie globale pour améliorer la mobilité, augmenter l'offre de transport en commun, garantir des tarifs accessibles et réduire la place de la voiture en ville. Parallèlement, il faut soutenir le covoiturage et accompagner les changements culturels nécessaires pour réduire notre dépendance à la voiture individuelle. Aussi, pour finir, il est urgent de repenser la mobilité en Île-de-France de manière plus inclusive et solidaire. En adoptant une approche globale, nous pourrons véritablement améliorer la qualité de vie des Franciliens et garantir une mobilité équitable pour tous dans le respect des principes de transition écologique. Évidemment, ce plan me tient particulièrement à cœur puisqu'il va remplacer le PDUIF, le plan de déplacement urbain d'Île-de-France, que j'avais porté et fait voter il y a 10 ans, en juin 2014. À l'époque, vous m'aviez même invité à parler devant 7 maires dans cette même salle pour porter les projets, notamment de financement de la ligne 11. À l'époque, je ne devais pas être trop minable, mais on vieillit, quoi. Voilà. Ce plan, d'emblée, l'avis de la commune est assez dithyrambique, du coup en décalage pas mal avec la plupart des interventions des groupes de la majorité ce soir. Je m'interroge sur pourquoi rendre un avis favorable. Un certain nombre de collectivités rendent un avis en disant voilà ce qu'on a à dire sur ce plan. Et sans dire si c'est favorable, défavorable, voilà. De toute façon, notre avis n'est ni opposable ni contraignant, mais un certain nombre de collectivités se contentent de dire voilà les points sur lesquels on aimerait qu'il y ait des modifications ou voilà les points sur lesquels on aimerait que le plan soit renforcé. De ce point de vue, c'est un peu étonnant de commencer par un truc assez dithyrambique en disant ce plan est très bien, on est favorable, en disant ensuite qu'il y a 2 réserves, et après en mettant une dizaine de points sur lesquels on veut insister, mais du coup on ne sait pas si c'est des réserves, des recommandations. Je pense que ça serait peut-être, comment dire, ça serait utile de leur donner un vrai statut à ces points numérotés, mais qui sont ni des réserves ni des recommandations, et qui du coup risquent de ne pas forcément être prises en compte dans la synthèse qui sera faite des avis rendus par les personnes publiques associées. Par ailleurs, on peut s'interroger sur le côté favorable, en fait. On aurait pu se contenter vraiment de pointer des réserves. La ville de Paris a voté un avis défavorable. Une bonne partie de la gauche régionale s'est prononcée pas de façon favorable. Un certain nombre, même de nombreux amendements ont été portés par la gauche régionale, qui ont la plupart d'ailleurs été balayés par la majorité régionale de droite. Et de fait, il y a quand même, et certains des collègues l'ont dit à l'instant, il n'a pas que des qualités, hein, ce plan. Il y a effectivement les services de Île-de-France Mobilité ont bossé, et bien bossé, mais un certain nombre d'objectifs auraient pu être plus ambitieux. Il y avait 3 scénarios, et ce n'est pas le scénario le plus ambitieux qui a été retenu. Sur le vélo, notamment, l'ADEME prône plutôt d'aller vers un objectif de 20% de part modale. On est très loin de ça dans le plan qui est proposé. Alors, en plus, le plan, il est proposé à 2030, alors qu'il va être adopté en 2025. Donc, pour un plan de 10 ans, c'est un peu compliqué. Il est très peu prescriptif. Il est, pour certains sujets, assez peu territorialisé.
ce qui risque de poser des problèmes, puisque du coup, on pourrait dire que ce n'était pas moi qui étais responsable, et il ne tient pas compte de choses qui étaient pourtant dans le SDRIF, le nouveau SDRIF, qui est le fait de mettre le paquet sur un certain nombre de territoires plus défavorisés, ou en tout cas où il y a des inégalités en matière, face à la mobilité, et des populations qui ont moins accès à la mobilité. C'est ce que dans le SDRIF, ils ont appelé l'objectif de la région 20 minutes. Et dans le PED MIF, ça disparaît. C'est plus là, en fait. Et c'est dommage parce que cet aspect sur les inégalités territoriales et les inégalités des populations face à la mobilité, ça aurait été intéressant, et notamment pour nous, de le porter. L'avis dit qu'on est favorable parce qu'on a négocié, notamment Est Ensemble a négocié avec Valérie Pécresse et a obtenu des choses. Ça aurait été bien de nous dire quelles choses avaient été obtenues, parce que du coup, ça étayerait un peu tout ça. Même quand on obtient des choses, c'est pas inutile dans un plan comme ça de pousser quand même sa partie. Et par exemple, je pense, on aurait dû insister davantage, me semble-t-il, sur la ligne 1, sur la ligne 9, remettre probablement des recommandations, voire des amendements un peu forts sur les sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont peut-être cités dans le plan, mais il vaut mieux le dire deux fois que pas du tout. Alors, pour terminer, la mission régionale d'autorité environnementale a fait une série de critiques assez fermes sur ce plan, notamment sur la non prise en compte d'un certain nombre de problèmes de santé publique et de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. Les particules les plus fines ne sont pas prises en compte, les objectifs de l'OMS ne sont pas tous pris en compte. Bref, là aussi, on aurait pu être plus exigeant. Je vais poser une question parce que j'ai prévu des amendements, mais vu l'ambiance, j'ai l'impression que ça risque d'être peine perdue. Est-ce que on peut discuter d'éventuellement ajouter des recommandations? C'est un peu compliqué de soutenir d'une part que le document a peu de valeur et de vouloir ajouter 11 amendements en séance sur ce même document. Juste souligner, Pierre, sur les deux remarques que tu fais, première sur la pollution atmosphérique, c'est le cœur de notre première réserve justement, la prise en compte sur le principal émetteur des pollutions atmosphériques, que sont les infrastructures, en particulier autoroutières. Et là, effectivement, la région ne dit absolument rien. D'ailleurs, vu la qualité d'un certain nombre de prescriptions qui ont fait l'objet d'un travail approfondi dans le document, on a un petit peu l'impression que là, on est sur un domaine réservé de la présidente de région qui a choisi, sur ce sujet, d'imposer sa volonté et de faire en sorte qu'absolument aucune politique ambitieuse ne soit mise en œuvre sur la réduction des pollutions atmosphériques. Il en va de même sur le deuxième sujet que tu disais, c'est là où je ne comprends pas bien ta remarque sur le rééquilibrage territorial. C'est exactement ce qui fonde notre deuxième sujet. On peut applaudir d'un côté le fait qu'il y a un rattrapage qui est en cours sur les transports, lorsque l'on inaugure la ligne 11, en effet, dans quelques années, le tram T1, et dire qu'en même temps, on est très très loin du compte quand on regarde le cœur de la ville de Paris ou l'ouest parisien en matière de rééquilibrage territorial, d'autant plus vrai que nos habitants sont encore plus que les autres dépendants d'un réseau de transport structurant fiable. Et donc c'est vraiment le cœur de notre deuxième réserve que de dire il y a un travail qui doit être fait sur la justice territoriale en matière de transport. Oui, donc que proposez-vous, Monsieur Stern? Je propose donc que nous adoptions l'avis tel qu'il est rédigé. Merci beaucoup. Je comptais dans les amendements quand même par les tarifs, parce que du coup, une réserve sur la question des tarifs et de la remontée de l'offre sur les lignes de métro et de RER, ça n'aurait pas été du luxe. Mais du coup, moi, en l'état, je lis quand même, considérant l'ensemble des apports du nouveau plan des mobilités en Ile-de-France, la dynamique qu'il insuffle pour une transition écologique des déplacements à l'échelle régionale, très sincèrement, ça donne pas vraiment... et donc, on émet un avis favorable. C'est pas vraiment la tonalité de genre, ça aurait pu être nettement mieux. Donc, dans ces conditions, moi, je m'abstiendrai parce qu'effectivement, il y a des avancées et effectivement, il y a certains objectifs qui sont intéressants et qui vont loin, mais on est quand même loin d'un certain nombre de choses sur les tarifs et sur l'augmentation d'offres et sur la remontée en robustesse. Sans parler du fait que quand même il y a un volet routier sur lequel a priori on n'est pas d'accord. Voilà, donc je m'abstiendrai sur cet avis. Merci, je mets aux voix l'avis qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée, je vous remercie.